La grande interview sur CNews et Europe 1. Mon invité est eurodéputé. Il est également vice-président exécutif des LR. Bonjour et bienvenue François-Xavier Bellamy. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Qu'est-ce qui sera jugé à l'avenir comme une information sérieuse ou pas ? Comme un média bon ou pas? Va-t-on vers une labellisation de l'information comme le veut le président Emmanuel Macron, qui dit vouloir, François-Xavier Bellamy, protéger la démocratie quand d'autres s'inquiètent au contraire d'un retour vers l'ORTF? Et vous, qu'en pensez-vous? Ce qui est absolument fascinant dans ce débat, c'est qu'on puisse prétendre protéger la démocratie en reniant son principe. Le principe de la démocratie, le principe fondamental, le seul qui compte, le seul qui vaille, c'est la liberté. La liberté. La liberté qui consiste précisément à garantir aux citoyens le pluralisme de l'information pour qu'ils aient la liberté de s'informer comme ils le souhaitent. Notre vrai défi aujourd'hui, ce qui abîme le débat public, ce qui fragilise notre capacité de dialoguer, de débattre et d'affronter nos inévitables divergences d'opinion. Parce que c'est ça la démocratie, c'est le pluralisme. C'est pas la fin des clivages, c'est la réalité du clivage. Ce qui fragilise la démocratie, c'est la crise de l'école, c'est la crise de l'éducation. Ce qu'il faut, c'est que tous les citoyens de ce pays aient accès à une éducation qui leur permette d'avoir, en recevant les fondamentaux de la culture et de la connaissance, la raison critique pour pouvoir s'informer. Et ensuite, qu'on les laisse libres, On ne va pas demander à l'État, on ne va pas demander à quelque agence que ce soit, à quelque organisme comme possible. Par exemple Reporters sans frontières. Citons cet épisode, Emmanuel Macron qui semble trouver l'ARCOM un peu timoré lorsque l'agent audiovisuel a désavoué les conclusions de Reporters sans frontières, notamment sur CNews, mais plus largement, quelle tentation y voyez-vous? Je comprends que c'est un problème de liberté fondamentale, mais quelle tentation y voyez-vous de la part du président? Mais la tentation, elle est très très facile à comprendre. Pendant des années, peut-être des décennies en France, il y a un camp politique, il y a une vision du monde qui a eu le monopole de l'information et le monopole du débat public, de l'organisation du débat public. Et ce camp, aujourd'hui, a perdu ce monopole parce que le pluralisme est revenu par le fait que de nouveaux médias se sont développés, le fait que de nouveaux discours se sont affirmés. La gauche pensait être certaine de régner pour toujours sur l'information, et aujourd'hui, il y a d'autres voix, dont la vôtre. Et c'est précisément ce qui dérange. D'autres médias, dont le vôtre, c'est ce qui dérange ce camp qui aurait voulu garder pour toujours cette possibilité d'être le seul à dire le vrai et le bien. Prenons un exemple précis, François-Xavier Bellamy, et par exemple, on montre l'impact que cela peut avoir pour les politiques que vous êtes. Par exemple, le lien entre délinquance et immigration, il est basé sur des chiffres, hein, c'est têtu. Et pourtant, par exemple, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, hier, sur ce sujet et d'autres, mais d'abord sur ce sujet, refuse de faire le lien. Il dit, moi je suis là pour contrer la délinquance, je suis à la tête d'un ministère d'hommes et de femmes pour servir les Français, mais je ne fais pas ce lien parce qu'il est stigmatisant. Que lui répondez-vous? Est-ce que ça peut faire partie justement des informations qui demain pourraient ne pas être considérées comme étant labellisées? En tous les cas, ce qui est absolument certain, c'est que notre devoir, c'est de regarder les faits. Et là, pour le coup, il ne s'agit pas de dire ce que nous voudrions que les faits soient, parce que c'est ça la tentation qui est aujourd'hui en jeu derrière le rêve de contrôler les médias pour qu'ils ne disent que ce que ceux qui sont au pouvoir ont envie d'entendre. Le ministre de l'Intérieur connaît mieux que personne les chiffres qui sont ceux de son propre ministère, ou bien les chiffres du ministère de la Justice qui nous dit qu'aujourd'hui, les étrangers sont massivement surreprésentés dans la population carcérale, dans les personnes qui sont aujourd'hui en prison. Comment le nier? Comment nier cette réalité? Elle est sous nos yeux et elle est visible non seulement dans la réalité des chiffres disponibles en France, mais dans tous les pays européens. Dans tous les pays européens qui, souvent pour beaucoup d'entre eux, étudient avec plus de courage et documentent avec plus de fiabilité cette corrélation absolument évidente. Le même ministre de l'Intérieur, François-Xavier Bellamy, Laurent Nunez, et c'est quand même un sujet important, il concerne des mineurs, des fillettes, sur l'interdiction du voilement. D'ailleurs, ça divise le gouvernement. Hier, ici même, dans l'émission Le Grand Rendez-vous, Aurore Berger est favorable à cette interdiction quand Laurent Nunez estime là encore, et il emploie ce mot, que ce serait stigmatisant, qu'on pourrait stigmatiser, qu'on risquerait de stigmatiser une partie de la population musulmane. Que lui répondez-vous? Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je me dis qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas refaire la loi sur le voile à l'école. Cette loi, elle a été pourtant déterminante. Et elle a été déterminante... Dire que quelques années plus tard, on ne pourrait pas la faire, donc ce serait un recul. Mais je vois l'ampleur des résistances sur un sujet comme celui-là.
évidemment, faire la loi sur le voile à l'école, ça n'était pas stigmatiser les musulmans, c'était garantir la liberté de notre éducation, on y revient, face à toutes les pressions communautaires. C'était garantir aussi que des enfants puissent grandir librement pour pouvoir choisir demain la religion qu'ils veulent et leur manière de la pratiquer. Et je crois que notre devoir, c'est de protéger en France la liberté de conscience. C'est le discours que nous devons tenir d'ailleurs à tous nos compatriotes qui sont de confession musulmane, que nous devons partager avec eux. C'est une immense chance de vivre dans un pays comme la France qui protège la liberté de conscience. En France, vous pouvez être musulman. Ce qui ne veut pas dire que dans tous les pays musulmans, vous puissiez être chrétien. Aujourd'hui, dans la plupart des pays musulmans du monde, il est très difficile d'être chrétien et de revendiquer sa religion. En France, vous pouvez être musulman, mais la condition pour cela, c'est que la liberté de conscience soit absolument protégée. Et j'ajouterais à cette proposition d'interdire le voile des petites filles, non seulement cette nécessité impérative de protéger les enfants pour qu'ils puissent garantir la liberté de leur choix demain, mais je crois aussi une question fondamentale qui est la protection de la liberté de religion dans notre pays, la possibilité de quitter sa religion dans notre pays ou de ne pas la pratiquer comme certains voudraient qu'on le fasse. Bien sûr, vous parlez des chrétiens, notamment en terre d'Orient ou en Afrique, on va en parler avec des situations extrêmement difficiles. Parlons, pas la comparaison, mais quand même des chrétiens, j'allais dire, en Europe et plus singulièrement en France. Nous approchons des fêtes de Noël. François-Xavier Bellamy, c'est aussi malheureusement une période d'inquiétude. Une arme et des munitions ont été retrouvées sur le marché de Noël de Strasbourg, avec tout ce que cela rappelle comme souvenir malheureusement tragique d'attentats. On rappelle également que sur le plan des traditions, à Béziers, les militants de la Ligue des droits de l'homme ont protesté contre l'installation de la crèche dans la mairie. À Bruxelles, il y a une manifestation pro-Gaza en plein marché de Noël. Sans oublier la fameuse crèche sans visage à Bruxelles au nom de l'inclusion. Comment vous réagissez à ce qui s'apparente à du Noël bashing? Ouais, vous savez, ça n'est pas d'hier. Hein. Il y a quelques années, j'avais obtenu de la Commission européenne qu'elle retire son guide de communication pour les fonctionnaires de la Commission qui leur interdisait de souhaiter Joyeux Noël. Parce que souhaiter Joyeux Noël, ce ne serait pas inclusif. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons sauver Noël parce que c'est précisément la clé pour rappeler justement cette référence commune qui fait que par notre héritage, et notamment par cet héritage chrétien, par cette tradition judéo-chrétienne, nous sommes le continent de la liberté de conscience. Défendre Noël, ça n'est pas pour les chrétiens, c'est pour toute notre société et c'est pour tout notre pays. Et je voudrais dire ma stupéfaction devant le fait que, au fond, certains ne voient pas que tous les combats sont liés. La Ligue des droits de l'homme attaque Robert Ménard parce qu'il met une crèche dans sa mairie. La même Ligue des droits de l'homme, il y a quelques jours, attaque le ministère de l'Enseignement supérieur parce qu'il lance une enquête sur l'antisémitisme à l'université. Et la Ligue des droits de l'homme refuse cette enquête sur l'antisémitisme à l'université au motif que, je cite, « toutes les opinions sont légitimes dans la République ». Et la même Ligue des droits de l'homme demande aux étudiants et aux professeurs de ne pas participer à cette enquête parce que, je cite encore, elle pourrait être utilisée contre vous. C'est absolument stupéfiant. Vous voyez bien que tous les combats sont liés. Parce que défendre nos racines, c'est défendre la liberté de conscience. Défendre aujourd'hui ce qui fait l'identité de nos pays, c'est défendre la condition pour pouvoir lutter contre les pressions islamistes qui s'exercent sur la société. Et cette résistance, vous la voyez également au Parlement européen, défendre les chrétiens en terre d'Orient, ce que fait d'ailleurs en ce moment même le pape Léon XIV au Liban. Il appelle ces chrétiens d'Orient à rester en terre d'Orient. Il y a aussi les chrétiens en Afrique et plus singulièrement, pardonnez-moi, au Nigeria. Vous en avez parlé, vous avez été l'un des seuls, il faut le reconnaître, François-Xavier Bellamy, alors qu'ils connaissent une situation d'une gravité sans nom, à porter ce débat au sein du Parlement européen. Et que vous ont dit certains, en particulier, malheureusement, des voix venant de la gauche? Un député vert, en effet, français, est intervenu pour dire que demander qu'on parle de ce sujet, c'était déjà du trumpisme et de la radicalisation d'extrême droite. Moi, je voudrais vous dire une chose très simple. Au moment où nous nous parlons, Sonia Mabrouk, au moment où nous nous parlons en ce moment, des centaines d'élèves nigérians, de jeunes enfants, sont retenus en otage, menacés dans leur vie parce qu'ils ont le tort d'être chrétiens. Des milliers de personnes au Nigeria sont menacées, des dizaines de morts ces derniers jours. Mais comment expliquer une si faible mobilisation? Dans le monde entier, des millions de personnes persécutées au nom de leur foi. Où sont les manifestations? Où sont les agitations étudiantes? Où sont les collectifs de gauche? Que fait
que font ceux qui, il y a quelques jours encore, nous expliquaient qu'il fallait tout arrêter parce qu'il y avait un génocide à Gaza? On ne les entend pas. Et donc, la vérité, c'est que derrière cette situation, il y a en fait la marque de toutes les incohérences et de toutes les hypocrisies de ceux qui ne parlent des droits de l'homme. Gaza, parce que c'est être contre Israël et que pour vous, en partie, ça fleure bon malheureusement à l'antisémitisme. Bien sûr. Mais pour se mobiliser pour les chrétiens du Nigeria, il n'y a plus personne. Du Nigeria, du Proche, du Moyen-Orient, de tous ceux qui aujourd'hui sont menacés parce qu'ils sont proches de l'Europe, parce que nous avons en commun cet héritage de civilisation. L'Europe aujourd'hui refuse de regarder en face cette situation. L'Europe refuse d'agir alors qu'elle en aurait les moyens. Et moi je voudrais dire en particulier d'ailleurs, puisque nous parlons du Liban aujourd'hui, à quel point dans cette région du monde, au Proche, au Moyen-Orient, toute la diplomatie de nos pays européens devrait s'investir pour permettre aux chrétiens de rester et de vivre en paix dans cette région. Toutes les communautés religieuses au Liban ont les puissances qui les soutiennent. Les chiites sont soutenus par l'Iran, les sunnites sont soutenus par l'Arabie saoudite et par les pays du Golfe. Et l'Europe, elle, refuse d'assumer sa responsabilité singulière à l'égard des communautés chrétiennes qui font pourtant l'âme de ces pays parce qu'elles en sont les communautés fondatrices depuis des siècles maintenant. Il y a aussi ce qui se passe ici même d'un point de vue politique, François-Xavier Bellamy, avec notamment l'agression avec un œuf du président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Il a estimé hier soir sur notre antenne qu'il y avait très peu de soutien dans la classe politique. D'abord, comment vous avez réagi à cette agression et comment expliquer cette atonie, ce silence de la part des politiques? D'abord, je voudrais dire tout mon soutien à Jordan Bardella devant cette agression qui est absolument scandaleuse et d'autant plus scandaleuse que celui qui l'a commise avait déjà agressé Éric Zemmour il y a quelques mois de cela. Il avait été condamné pour cette agression à 500 € d'amende avec sursis, c'est-à-dire rien du tout en fait. Et évidemment, comment ne pas voir dans cette passivité de la justice une forme d'incitation à recommencer. Moi, ce que je trouve le plus frappant, ça n'est pas seulement que cela ne suscite pas l'indignation qu'il faudrait, mais c'est que sur d'autres plateaux, dans d'autres médias, on entend des voix pour justifier cette agression. C'est une chronique sur une autre chaîne qui affirme en somme qu'il l'aurait cherché, compte tenu de ses propos entre guillemets violents et islamophobes, a-t-elle dit. Exactement, Nesrine Slaoui qui explique que Jordan Bardella se rend coupable de violence politique, je la cite, et que par conséquent, on pourrait quasiment justifier une violence qu'il aurait en fait provoquée. C'est cela qu'il faut entendre dans sa bouche. Qu'on puisse imaginer que quelque discours politique que ce soit, qui rentre dans le cadre de la loi, qui n'a pas été condamné, qui n'a franchi aucune borne, qu'un discours politique qui vous déplaît légitime la violence en retour, la violence physique, la violence concrète, celle qui intimide et qui cherche à faire taire, cela évidemment c'est absolument intolérable. Un collègue, si je puis dire, au Parlement européen, c'est l'eurodéputé Bernard Guetta qui a condamné, mais juste après qui minimise l'agression. Comment il faut réagir à cela justement ? Et je pense qu'on est dans un moment où chacun doit assumer encore une fois le choix d'un regard très fondamental sur la question démocratique. On parlait en commençant de la liberté d'informer. La liberté d'informer, elle n'accepte pas de oui, mais c'est la liberté tout court. La défense de notre démocratie devant la tentation de la violence, elle n'accepte pas de oui, mais c'est la condamnation tout court de toute violence. Toute violence déjà constitue une tentative d'intimidation et c'est exactement ce que nous devons refuser, quelle que soit d'ailleurs la personne qui s'en trouve la victime. Et aujourd'hui, bien sûr, Jordan Bardella, mais le camp ne compte pas. On se souvient d'ailleurs, il y a quelque temps, c'était Prisca Thévenot et c'est tout à fait normal. Il y avait eu un concert de condamnation de ce qu'elle a fait. Et heureusement. Tout à fait. Sur un plan politique, il ne faut pas oublier ce qui se passe, évidemment, François-Xavier Bellamy. Bruno Retailleau a eu des mots très sévères à l'égard du gouvernement. Il assure que le budget est le hold-up du siècle. Il dénonce les combines entre les socialistes et Sébastien Lecornu. Bon, dans ces circonstances, on ne comprend pas votre position. Pas la vôtre, celle des LR. La position de LR, elle est très claire. Nous avons décidé... De ne pas censurer ? Nous avons décidé de quitter le gouvernement. Notre bureau politique, nos adhérents ont voté à une écrasante majorité pour que nous ne participions plus au gouvernement. Et c'est le choix très courageux qu'a fait Bruno Retailleau de ne pas associer les Républicains à cet incroyable recul. Monsieur Bellamy, Monsieur Tabarot, il a été suspendu.
tous les ministres qui Madame sont restés, Genevard. pardon, tous les ministres Suspendu, oui. tous les ministres Il est des LR, Républicains qui sont jusqu'à restés, nouvel ordre. non, ils ont C'est été une parenthèse, être ils ont suspendu. été suspendus de notre formation politique. Ils ne représentent plus Vous trouvez les que c'est Républicains. une décision franche, radicale d'être Mais bien suspendu? sûr, la décision est très claire. Nous n'avons pas de ministre LR dans ce gouvernement. Et maintenant, je vais vous dire la chose la plus Pardon, importante non, mais parce que ils restent LR tant qu'ils sont suspendus. Ils ne Non. sont pas définitivement être suspendus, ça veut dire envoyés. qu'ils sont en retrait des Républicains. Ils ne, Oui, ça veut dire en retrait, puis que dans quelques jours ou dans quelques mois, ils seront de nouveau LR. Ah, mais je vous confirme que le jour où ils quitteront le gouvernement en disant qu'ils ne peuvent pas s'associer à cette incroyable trahison budgétaire qui est en train de se dérouler sous nos yeux, nous serons très heureux de les accueillir de nouveau Pardon, chez ne les trouvez pas que Républicains. c'est une forme de théâtre et de farce que de Mais non, dire bien qu'ils sûr ne que sont non. pas LR pendant qu'ils sont au gouvernement, puis dès qu'ils sortent, ils redeviennent Mais LR? vous savez, il par magie. y avait beaucoup de voix pour nous dire vous ne devriez jamais suspendre, vous ne devriez les garder avec vous, vous ne devriez jamais quitter le gouvernement. Combien de voix me disent aujourd'hui pourquoi Bruno Retailleau est parti du gouvernement? Eh bien, il est parti pour ce que vous voyez aujourd'hui, pour l'incroyable spectacle de déni de réalité auquel nous assistons. Ce gouvernement qui est en train de suspendre la réforme des retraites, qui cautionne, en refusant le 49.3, qu'il y ait des dizaines de milliards d'euros de prélèvements obligatoires supplémentaires dans le pays qui est déjà le plus taxé d'Europe et de l'OCDE, ce gouvernement-là, nous ne pouvons pas le soutenir. Et c'est la raison pour laquelle nos députés, oui. nos sénateurs au Parlement mènent le combat contre cette pression budgétaire Ne pas tous les soutenir, jours. c'est censurer normalement. Et c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, Oui, à j'ai titre dit qu'il me personnel, semblait c'est pas la nécessaire de ligne, censurer. Monsieur Le fait Bellamy. est que le point de départ, c'est de combattre cette politique, et c'est ce que nos députés, c'est ce que nos sénateurs font tous les jours en ce moment même dans le débat budgétaire. Et moi, je leur dis merci parce que dans la folie fiscale qui est en train de s'abattre sur la France, nous avons besoin que quelques-uns continuent de faire entendre la voix de la raison. Dernière question, la primaire version François-Xavier Bellamy, ça donne quoi? Mais d'abord, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on reconstruit. Nous sommes d'accord, mais comme ça pourrait prendre encore des années, Non. une primaire pour M. Bellamy, ça irait de qui à qui? Mais moi, vous savez, la vraie question pour moi, c'est comment est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir un candidat qui soit qualifié au deuxième tour de l'élection Oui, mais pour présidentielle. cela, faut-il Et ma passer par une conviction primaire? profonde, c'est qu'il faut surtout pour ça passer par une grande clarté intellectuelle, une grande clarté politique. Faut-il une primaire C'est pour ça, cette clarté? c'est ça notre devoir. Et je suis pas sûr que la primaire soit le meilleur moyen de la clarté. Non. Je crois que le principe d'une primaire... Pensez à un candidat naturel, donc probablement M. Retailleau, qui pourrait s'imposer. Eh ben, pourquoi pas? Si lui est candidat, encore faut-il qu'il dise ce qu'il aura décidé. Mais pour moi, la condition fondamentale, c'est qu'avec les Républicains, nous soyons capables d'offrir à la droite le candidat dont elle a besoin pour pouvoir relever ce pays. Et je voudrais dire une chose très simple. Ceux qui trancheront ce débat sur la primaire ouverte ou pas, sur la désignation de notre candidat, ce sont nos adhérents, ceux des Républicains. Donc tous ceux qui, en nous écoutant, veulent pouvoir avoir leur mot à dire sur la manière dont le candidat de la droite sera désigné, peuvent adhérer aux Républicains pour participer à ce débat. Notre premier choix avec Bruno Retailleau a été de rendre à nos adhérents le pouvoir de décider qui les représentera demain pour l'élection présidentielle. Pas de primaire pour vous. Non, mais on verra bien, encore une fois, ce débat sera tranché par les adhérents. Merci François-Xavier Bellamy. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous.